Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Officiel Podcast. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un récap de la saison 2020-2021 des différentes ligues en Europe. Pour m'accompagner dans ce podcast, Ludovic. Salut Ludo. Salut Adrien, bonjour à tous. Alors Ludo, on va faire un petit récap de la saison 2020-2021 des différents championnats en Europe, avec pour chaque championnat une surprise et une déception. Et on va commencer par la Liga ACB, voilà, la Liga Endesa en Espagne. Je voulais savoir quelle était ta surprise et ta déception par rapport au championnat d'Espagne. Alors pour moi, ma surprise, c'est le Barça, champion d'Espagne 7 ans après son dernier titre et vainqueur de la Copa del Rey. Donc ils font le doublé pour le retour de Sarunas Jasikevičius au club en tant qu'entraîneur. En plus, ils ont réussi le doublé, les 2 titres contre le Real Madrid, ce qui est quand même marquant. C'est une saison aussi marquée par le retour de Pau Gasol au club. Il a été champion d'Espagne 20 ans après son dernier titre. Et c'est une saison marquée aussi pour nous Français par l'épisode Thomas Hurtel laissé par le club sur l'aéroport à Istanbul et remplacé dans la saison par Léo Westermann. Nicolas Mirotic a été le meilleur joueur de l'équipe avec 17 dévals, avec 14 points à 65% à 2 points, 45,7% à 3 points, donc une excellente adresse, 4,9 rebonds. Bien accompagné par Pau Gasol avec 15,6 dévals, 10,4 points à 63,6% à 2 points, 45,8% à 3 points, 5 rebonds et 1,3 passes. Ok, et en ce qui concerne ta déception? La déception pour moi, c'est l'Unicaja Malaga. Ah ouais. Voilà, ouais, seulement 11e avec un bilan négatif en Liga Endesa, même pas qualifié pour les playoffs. C'est une saison loupée également sur la scène européenne, avec une dernière place de son groupe au top 16, avec seulement une victoire, 5 défaites, alors qu'au départ, il faisait partie des favoris. À noter aussi le licenciement en cours de saison de Luis Casimiro, son remplacement par le grec Fotis Katsikaris. Et d'ailleurs, clin d'œil, Luis Casimiro vient de signer en Grèce au Prometheas. Et donc l'équipe andalouse a été emmenée par le duo Jaime Fernandez, Dario Brizuela. Le reste de l'équipe n'a pas été terrible. Et Axel Boutaï notamment, qui a été moins bon que la saison précédente, moins décisif. L'année prochaine, ils vont participer à la BCL. Donc ils passent à la compétition concurrente. Bah, tu vois, je suis même pas surpris de les voir aller en BCL parce que ça fait partie de ces clubs qui sont qui paraissent un peu en bout de course, en fin de cycle. Et bah écoute, moi, ma surprise de la saison en ACB, c'est la Juventud Badalona. Alors certes, ils ont recruté notamment Ante Tomic, ils ont recruté également le Slovaque Vladimir Brodzianski. Mais si tu veux, ce qui me surprend avec cette équipe, c'est qu'il y a peu de temps, je pensais que c'était une équipe qui allait connaître pas mal de problèmes parce qu'ils avaient connu une situation financière un peu particulière. Je me disais que ça allait peut-être baisser de niveau. Et là, ils ont réussi à prouver qu'ils pouvaient être ambitieux, qu'ils pouvaient remettre un peu d'argent dans le club avec les recrutements que je viens de citer. Et c'est vrai que cette année, ils arrivent à se maintenir à un bon niveau. En plus de ça, en Eurocup, ils ont été plutôt bons. Donc vraiment, ça me fait plaisir de revoir un club historique comme ça qui parvient à se maintenir vraiment à un niveau intéressant en Liga ACB. Et en ce qui concerne ma déception, c'est Bilbao. Voilà, Bilbao, ils étaient déjà 17e en 2017-2018. Ils avaient été relégués. Et là, de nouveau, ils retombent dans le bas de classement. Heureusement, ils évitent la relégation. Mais même en BCL, cette saison, ils n'ont pas été terribles puisque sur les 6 matchs, ils ont eu 2 victoires et 4 défaites. Donc, ils ont vraiment pas été terribles, quoi. Tu voulais peut-être me donner un avis sur Bilbao? Alors par rapport à Badalone, si tu me permets de rebondir là-dessus, ils ont fini seulement 7e. Enfin, pour moi, c'est plutôt une déception. C'est une équipe d'Eurocup avec des gros joueurs quand même comme Ante Tomic, Lopez Arostegui, derrière Tenerife et le Santiago Burgos. Je pense qu'ils auraient pu prétendre à mieux.
Et quant à Bilbao, clairement, saison catastrophe. Pourtant, avec des bons joueurs, avec Andrej Balvin, entre autres, Jonathan Roussel, évidemment. Mais il y a eu pas mal de blessures, pas de public en plus. À Bilbao, il y a un gros public, donc pas poussé par le public, saison compliquée. Et ils ont eu très chaud pour le maintien, ça c'est clair. Ouais, alors pour Badalone, tu vois, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu être plus haut, mais après, on sait que c'est le championnat d'Espagne, c'est hyper compétitif. Et puis Bilbao, ouais, Bilbao, ça fait mal au cœur parce qu'ils ont connu pas mal de déboires financiers aussi. Et tu vois, quand je compare ces deux équipes-là, qui ont un peu eu des parcours un peu chaotiques à un moment donné, j'ai l'impression que Badalone se relance et malheureusement, Bilbao, c'est fait le chemin inverse, quoi. Je pense que c'est aussi. Je pense que c'est conjoncturel pour Bilbao, à mon avis. Ça va revenir. Je les vois pas rester aussi bas dans la hiérarchie espagnole. J'espère pour eux en tout cas. Écoute, on va passer à la VTB League si tu veux bien. Ça marche. Alors, donc pour moi, la VTB League, la surprise, le Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur de la saison régulière pour la première fois de leur histoire, donc devant le CSK à Moscou. Sa meilleure performance jusqu'à présent, c'était une troisième place. Et ils ont subi seulement 4 défaites pendant la saison régulière. Après, malheureusement, ils ont été battus en demi-finale par le futur champion, l'éternel CSK à Moscou. Mais ça a vraiment été une très belle saison et qui confirme leur saison aussi en Euroleague. Même s'ils ont fini seulement huitième, ils ont laissé une très très bonne impression. Ils ont réussi à pousser le Barça à 5 manches en quart et ils ont obtenu une nouvelle wildcard pour la saison prochaine. Ils ont été emmenés par un bon duo, Kevin Pangos et Will Thomas. Donc Kevin Pangos avec 14 d'évaluation, 12,5 points à 47% à 2 points, 2 rebonds, 7 passes. Et Will Thomas avec 14,5 d'éval, 11,5 points à 54% à 2 points, 5 rebonds et demi, 1,8 passes. Et pour ma déception, le Khimki Moscou. C'est vraiment une saison catastrophique du futur ex-gros club russe, concurrent du CSKA Moscou. Seulement septième en VTB League avec un bilan équilibré, éliminé et sweepé par le locomotive cubain Krasnodar en quart. Dernier en Euroleague avec seulement 4 victoires. Rimas Kurtinaitis viré en cours de saison et remplacé par un assistant, Andrei Maltsev. Ils ont laissé filer la saison et plein de joueurs qui ont arrêté de jouer ou qui sont partis plus payés, comme Greg Monroe, Jonas Jerebko, Devin Booker, Yannis Tima, Dairis Bertans. Des gros soucis financiers. On ne sait pas s'ils vont pouvoir repartir pour la saison prochaine. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. C'est un club dans le coma et il faut espérer qu'il puisse se réveiller. Tu vois, c'est intéressant que tu parles de ces deux clubs-là, que tu évoques ces deux clubs, parce que là aussi, on a l'impression que c'est deux parcours totalement différents. Il y a le Zénith qui devient vraiment un club qui se structure comme il faut. Là, ils ont prolongé pas mal de joueurs à l'intersaison actuellement. Donc, ils ont prolongé Kevin Pangos notamment. Là, ils viennent de signer Jordan Lloyd. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ils vont toujours avoir Xavi Pascual comme coach. Donc, vraiment, ils parviennent à devenir un club vraiment structuré. Ça devient sérieux, alors que le Khimki Moscou, c'est totalement l'inverse. On a l'impression que ça devient un peu le club d'oligarques, quoi. Et j'ai envie de dire que c'est le gros souci. Ça a été dans le basket russe un des gros problèmes à un moment donné. C'est tous ces clubs qui ont été éphémères et qui n'ont pas duré parce que tu avais les mecs qui mettaient le pognon, mais derrière, ça durait pas parce que il n'y avait pas vraiment de projet sérieux, quoi. Et le Zénith, c'est clair que ça fait plaisir. Alors écoute, moi, en ce qui concerne l'équipe qui m'a surpris, ma surprise cette saison, c'est Nijni Novgorod, voilà. Ils ont terminé cinquième. Ils ont accédé au Final 8 de BCL à domicile. Ils jouaient chez eux. Et ça me fait d'autant plus plaisir de voir ce club-là assez haut dans le classement parce que il y avait une période où ils avaient été finalistes en 2014. Il y avait une période également où en 2015, ils avaient fini quatrième et à l'époque, ils jouaient le top 16 de l'Euroleague. Et puis, ils avaient été en quart de finale de l'Eurocup
en 2016. Donc là, on assiste un peu à un club qui, lentement mais sûrement, essaye un peu de remonter dans la hiérarchie. Et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en plus, ils ont des super joueurs. Ils ont Casey Shepherd, qui a été énorme. Ils ont signé Vorontsevich en cours de saison. Et j'ai envie de dire que ça peut un peu surprendre parce qu'on l'imagine plus dans des clubs de standing Euroleague, même il est peut-être plus forcément tout jeune. Et sinon, ce qui concerne ma déception, ben, c'est les autres clubs de VTB League qui ne sont pas les clubs russes, à part Zielona-Gora. Zielona-Gora, il n'y a rien à redire. Ils ont fait une super saison. Ils se sont qualifiés pour les playoffs. Donc, chapeau à eux. En plus, c'est un club polonais. Donc, au moins, ça change de voir tout le temps des clubs russes. Ça change. Il y a un peu de renouvellement, quoi. Je veux dire, voir un club polonais qui accède aux playoffs de la VTB, je pense qu'il fallait ça. Et quand je vois Kalev qui est 10e, quand je vois Astana qui est 12e, ou le Tsmoki Minsk qui est dernier, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est là où ça perd un peu de son originalité avec cette ligue qui est, il faut le rappeler, qui est une ligue qui regroupe pas mal de clubs qui sont issus de pays de l'ancienne Union soviétique. Je pense que tu partages mon avis. Ouais, on a l'impression qu'ils font un peu le nombre. Et c'est Ouais, dommage, ouais. Après, pour Zielona Gora, sans Lundberg, ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'avec lui, ils ont fait une belle saison. Et pour revenir à Nizhny Novgorod, là, c'est plutôt l'arrivée de Vorontsevich qui a fait la différence. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plafond de verre. Bon, à part le Khimki Moscou qui était derrière eux, mais parce qu'ils ont fait une saison kata. Mais sinon, les quatre gros restent largement au-dessus du Nizhny Novgorod. Quand même. Ça va être compliqué pour eux d'aller chercher plus haut. ouais, je pense, mais c'est vrai qu'après, t'as pas l'impression que c'est l'équipe qui va forcément être financée par un oligarque ou ce genre de mec, quoi. Même s'ils doivent avoir des thunes, tu vois, puis ils doivent être avantagés fiscalement. En Russie, il y a pas la même fiscalité que dans certains pays, et notamment chez nous. Mais c'est déjà bien pour eux qu'ils soient déjà un club considéré comme une forte équipe de basketball Champions League. Et en plus, tu vois, vu que la BCL, ça devient une compétition renommée, je pense que ça leur a offert un peu plus de visibilité. On va C'est vrai. passer, on va passer au championnat turc. Alors, ben voilà, je voulais connaître ton avis sur le championnat turc, ta surprise et ta déception. Donc, à Basketball Super League, ma surprise, le Pinar Karsiaka, l'équipe d'Amatem Bay. En dehors de l'extraordinaire saison de l'Anadolu Efes, championne d'Europe, championne de Turquie, une seule défaite en championnat, enfin une saison extraordinaire. Le Pinar Karsiaka a fait une super saison. Ils ont fini troisième de la saison régulière avec 70% de victoire, juste une victoire derrière le Fenerbahçe. Et ils sont également vice-champions de la BCL, battus en finale par le San Pablo Burgos. Pour moi, c'est le club ascendant en Turquie, alors que beaucoup de gros sont plutôt en phase descendante. Euh, les joueurs majeurs de l'équipe, donc ça a été Raymar Morgan, qui va arriver à l'Asvel l'année prochaine, et Tony Taylor et Amatem Bay. Et ma déception, c'est Galatasaray, justement, un des gros en question qui sont sur la pente descendante. 14e et seulement première équipe non relégable du championnat turc. Seulement 7e équipe d'Istanbul, malgré des joueurs comme Jordan Crawford, Hassan Marae, Amit Jefferson, Alex Hamilton, R.J. Hunter, Brock Motum, Pierre Jackson. Enfin, c'est vraiment une saison décevante. La plus mauvaise saison du club depuis plus de 20 ans. Éliminé en phase de poule de la BCL avec une seule victoire en 6 matchs. C'est vraiment un club en perdition, en tout cas pour l'instant. Alors écoute, j'aurais pu avoir les mêmes choix que toi, à un choix près. J'ai la même déception que toi, c'est Galatasaray. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, voilà. Ils ont une situation financière déplorable. Ils ont évité la relégation de peu. On peut clairement se demander si les perspectives sont pas revues à la baisse. Et c'est vrai qu'en BCL, ils n'ont pas convaincu.
Et quand tu sais que c'était un club qui avait connu l'Euroleague par le passé, c'est vrai que ça fait mal, clairement. Et en ce qui concerne ma surprise, j'aurais pu mettre Karjiaka parce que c'est un club que j'aime beaucoup et ça m'a fait plaisir de les revoir à un super niveau cette saison, notamment en finale de la Basketball Champions League. Donc ça, c'était assez énorme. Mais j'ai mis Beşiktaş. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Beşiktaş, ils ont connu les mêmes déboires financières que le Galatasaray. En plus de ça, cette année, ils ont été éliminés en saison régulière de la FIBA Europe Cup, alors qu'il y avait très peu de matchs. En plus de ça, dans leur groupe, ils avaient des clubs roumains et bulgares. Je me disais que malgré le fait que ça soit pas l'équipe de Beşiktaş la plus forte qui s'est vue ces dernières années, normalement, des clubs roumains et bulgares, tu arrives à les battre. Et au final, ben, j'ai l'impression que l'attraction, c'était surtout Alperen Sengun. Et ils parviennent quand même, sur la fin, à finir cinquième de la saison et à aller en demi face à l'Anadolu Efes. Donc, tu vois, j'ai envie de dire, ils s'en sortent pas trop mal. En plus, ils viennent de récupérer un gros sponsor, je crois. Ils vont jouer la BCL. J'ai envie de dire vraiment, ils reviennent de loin. Maintenant, j'attends de voir si leur situation au niveau budget va s'améliorer. Mais clairement, c'était laborieux. C'est vrai qu'ils ont fait un début de saison catastrophe, hein. Ils étaient relégables pendant longtemps. Et l'arrivée du sponsor dont tu parlais, c'est donc Icripex. Et depuis qu'ils sont arrivés en cours de saison, ce qui correspond à peu près à leur élimination au FIBA Europe Cup, hein, à partir de là, les résultats ont été nettement meilleurs. Et c'est vrai qu'ils avaient un bon duo de jeunes avec Alperen Sengun et Semou Sazer. C'est un des gros clubs turcs qui va mieux, on va dire. Et par rapport à la déception, donc Galatasaray, c'est un peu le contraire. Trajectoire opposée. Ouais. Et tu vois, c'est pas mal qu'on parle de ça, parce que tout à l'heure, je parlais de l'Espagne avec la Juventud Badalona et Bilbao. Je parlais des clubs russes, notamment, où tu parlais du Zénith et du Khimki Moscou. C'est toujours intéressant de voir la différence de conjoncture, souvent, entre des clubs qui ont été des gros clubs par le passé et certains qui arrivent qui arrivent à se remettre en course, quoi, et d'autres qui se plantent complètement. Après, la particularité des clubs turcs, c'est que c'est beaucoup de clubs omnisports, et notamment Galatasaray. Et si j'ai bien compris, comme Beşiktaş, ils ont choisi cette saison de donner l'avantage au foot dans une situation économique difficile, donc ce qui peut expliquer aussi les saisons compliquées de ces clubs. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème, et surtout qu'en Turquie, le foot reste le sport numéro un, malgré le fait que le basket est clairement le deuxième sport. On va passer à la Jeep Elite. Alors la Jeep Elite, bah, pour moi la surprise c'est Dijon, forcément. Avec le 12e budget français, Dijon continue à faire des miracles. Ils ont remporté la saison régulière avec 27 victoires et 7 défaites, juste devant l'Asvel à égalité avec eux, avant de perdre justement contre l'Asvel en finale. Laurent Leniam a fait des miracles avec cette équipe avant de partir prendre les rênes de Bourg, qui est une équipe avec un budget supérieur. Donc on verra ce qu'il peut faire avec cette équipe. Malheureusement, sur la scène européenne, elle a été éliminée en phase de poule de la BCL, ce qui ternit un peu sa saison. Elle a encore une fois emmenée par son meneur David Holston, qui a été excellent en Jeep Elite avec 17 déballes. Mais aussi, il y avait Hans Van Wijnen qui part à Saragosse, Axel Julien qui part à Bourg, Alexandre Chassan qui va partir à l'étranger aussi. La prochaine saison de Dijon va y avoir beaucoup de changements. Ça va être intéressant à suivre. Et ils seront à nouveau qualifiés pour la BCL la saison prochaine. Au niveau des déceptions, moi j'ai choisi Limoges, qui avec le 5e budget, ils ont terminé seulement 9e. C'est l'équipe la plus populaire de France. C'est quand même pas un classement terrible avec un bilan à peine équilibré. Ils font pas les playoffs et ils finissent derrière Orléans et Le Mans, qui a pourtant terminé la saison avec beaucoup d'absents. Pourtant, il y avait eu les arrivées en cours de saison de Bruno Caboclo et de Maciej Lampé qui avaient fait du bien, mais l'équipe n'a pas réussi à redresser la barre.
Donc, il n'y aura pas de qualification pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est triste. L'entraîneur Mehdi Mari a été démis de ses fonctions un an avant la fin de son contrat. Et ils ont signé le coach italien Massimo Cancellieri, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui coachait en Adoué, deuxième div italienne à Ravenne notamment. C'est ça, ouais. Qui a été assistant à Milan pendant très longtemps. Un pari, pourquoi pas, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que ça serait mieux de les revoir en haut de tableau. Après, j'ai envie de dire que c'était pire pour Paula Cortez cette saison. Les, Ils n'ont les pas le même budget. déclarations, les déclarations sur le rachat du club ont fait mal à l'équipe. Je pense qu'il n'aurait pas fallu ce genre de truc en cours de saison. Et c'est ça qui a fait que les conséquences auraient pu être dramatiques, quoi. Ils Bah, ont pas le même budget tout de même. Limoges et Pau. Limoges est au-dessus au niveau budget. Et Pau était largement en difficulté économique. S'il n'y avait pas eu ce rachat, le club aurait pu mettre les clés sous la porte. ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour l'élan Bernay cette saison. Pour eux, le Covid, finalement, ça les a presque sauvés, qui est étonnant. Alors, en ce qui concerne mes choix, ben moi, la surprise, là, j'ai pris un joueur qui a été un peu une découverte pour moi, c'est Ishmael Wainwright. Alors, Ishmael Wainwright, je l'avais découvert quand il jouait au Rasta Vechta, ou Verta, je pense que ça se prononce en allemand. Et je l'avais découvert un peu en BCL. Et je dirais que cette saison, il a été une des clés du succès de Strasbourg, de la ZIG, parce que beaucoup de gens parlent évidemment de Bonzi Colson, beaucoup de gens parlent de Brandon Jefferson, ou encore de nos petits Frenchies, voilà, Léopold Cavalier ou Yanis Morin. Mais Ishmael Wainwright, il a eu un rôle important au sein du club. Il a tourné à 11,6 points, 4,6 rebonds, 2,4 passes de moyenne. Il a été régulier tout au long de la saison. En plus de ça, lors de la victoire face à Tenerife en Basketball Champions League, lors du Final 8, il a scoré 19 points. Donc, ça a été un joueur vraiment prépondérant dans la qualification en demi-finale, même si on sait que la ZIC Strasbourg a terminé quatrième de la compétition. Mais c'était déjà énorme pour un club français d'en arriver là. Et puis, il a également été important lors du Final 8 des quarts de finale de la LNB qui se sont joués sur un match, puisqu'il a scoré 19 points, 6 rebonds, 4 passes décisives face à Boulogne-le-Vallon en quart. Donc vraiment, c'est un joueur que je connaissais pas, qui vient de la fac de Baylor. En plus de ça, il y a 2-3 ans, il jouait en deuxième div allemande. Et voir qu'il a su gravir les échelons et qu'en plus de ça, les Toronto Raptors apparemment s'intéressent à lui, ils seraient prêts à le signer. Je trouve ça énorme, quoi. Tous ces mecs qui viennent de nulle part, en quelque sorte, j'ai envie de dire, il vient quand même d'une grosse université américaine. Mais je trouve ça dingue, moi, le parcours de ce genre de joueur. Je pense que tu es de mon avis. Oui, oui, il a fait une super saison. Après, international ougandais, ça fait partie des passeports bidons. Ouais, mais tu vois, en plus, tu vois, c'est envie de dire que c'est un peu le paradoxe. D'un côté, moi, ça m'ulcère de voir des mecs comme ça avec des passeports bidons, mais ça peut permettre à certaines nations justement de revenir au top, quoi. L'Ouganda, ça faisait des années qu'ils étaient plus au top dans les compétitions africaines, et là, ils reviennent sur le devant de la scène. Après, je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas normal, quoi. Quand tu vois des pays qui essaient de former des joueurs et des mecs qui débarquent comme ça alors qu'ils ont jamais mis le pied dans un pays, ils parlent pas la langue, enfin bref. Mais c'est vrai que c'est énorme pour lui, quoi, d'être un peu sur tous les fronts. Bah, ça lui permet surtout d'avoir un passeport pour signer dans un plus gros club. Et en ce qui concerne ma déception, bah écoute, je vais faire simple, hein. C'est le fait de voir que le championnat de France a tourné au ralenti. On aurait dû jouer malgré le fait qu'il n'y avait pas de public dans les salles. Je sais que c'est difficile pour pas mal de clubs. Il peut y avoir des conséquences financièrement. Mais à un moment donné, quand je vois que l'Italie a des clubs en plus mauvaise situation financière, alors qu'ils ont continué à jouer, quand je vois que les autres pays ont continué à jouer également, il fallait que la saison se déroule correctement.
Et je regrette malheureusement déjà ça et le fait qu'ensuite il y a eu toute une polémique autour. Alors je vais pas remuer le couteau dans la plaie, hein. On sait que ça a été compliqué entre le syndicat des joueurs et les dirigeants de la LNB, mais voir que le Final Four qui a été organisé à Rouen s'est joué devant des tribunes vides, même s'il y avait un peu de public, je trouve que c'est malheureux, quoi. Je trouve que c'est pas une bonne pub pour le basket français, malheureusement. Je sais pas si tu Mais voulais t'exprimer sur ça. bah, non, juste te dire qu'on a été les seuls à ne pas jouer, ce qui est quand même incroyable, les seuls en Europe, hein. Ouais, c'est triste, c'est triste. Heureusement, je pense que ça n'aura pas de conséquences sur le fait qu'on va continuer à signer des joueurs de qualité comme on a eu ces dernières années. Mais c'est vrai que on est un peu passé pour les guignols, quoi. Ouais, on peut le On va, dire. On on peut le va dire. se le dire franchement. Et donc, ouais, comme je disais, Rouen, tu vois, au moins, il y a eu ce Final Four. Mais c'est vrai que c'était dommage de voir des tribunes vides, quoi. On Et a sans les l'impression, internationaux en plus. ouais, sans les internationaux, et puis on a l'impression que ça a été fait à la va-vite. Donc, au moins la saison s'est terminée. Je pense qu'il y a certaines équipes, vu le fait qu'ils n'aient pas leurs internationaux, on aurait pu penser que ça aurait pesé. Finalement, l'ASVEL a quand même réussi à gagner avec certains joueurs absents, parce qu'ils avaient un roster énorme malgré tout. Mais c'est vrai que il peut y avoir des regrets par rapport à cette saison, par rapport au fait que ça n'a pas été super bien géré. Mais au moins, on aura eu quand même des grosses perfs avec les 46 points de David Holston, notamment, tu vois, les Oui. 25 rebonds de Peter Corneli. Tu vois, ça fait plaisir de voir que malgré tout, il y a eu des perfs. Mais on aurait préféré clairement que ça se passe autrement en ce qui concerne le déroulement de la saison. C'est évident. On va passer à l'Italie, voilà, qui est un championnat que j'affectionne particulièrement. Ben écoute, tu vas nous donner à la fois le club qui t'a surpris et ce qui t'a déçu, quoi. Alors, ma surprise, la Picasa Brindisi, l'équipe des Pouilles, hein, qui a terminé deuxième de la saison régulière en Lega avec 20 victoires et 8 défaites, à seulement 2 victoires de Milano, mais surtout devant la Virtus Bologne. C'est le meilleur résultat de l'histoire du club. Donc, saison impressionnante pour Brindisi. Euh, Ils ont malgré tout été éliminés au top 16 de la BCL. Et leur entraîneur, Francesco Vitucci, a été nommé entraîneur de l'année en Lega. Les leaders de l'équipe, c'est Derek Willis avec 18 d'évaluation, D'Angelo Harrison 17,8 et Darius Thompson à 16,2. Et ma déception, c'est le Germany Brescia, l'équipe lombarde qui est en représentant italien en Eurocup, qui a terminé seulement 9e en saison régulière avec 11 victoires et 17 défaites et qui n'a donc pas réussi à se qualifier pour les playoffs et ne disputera pas de compétition européenne du coup la saison prochaine. En Eurocup, elle a été éliminée en saison régulière avec seulement 2 victoires en 10 matchs. À noter également que Vincenzo Esposito a été viré en cours de saison et remplacé par Maurizio Buscaglia, qui est le sélectionneur des Pays-Bas. Ouais, effectivement, Brescia, je peux comprendre que ça peut être clairement une déception. Alors écoute, moi, en ce qui concerne ma surprise, bah, c'est la même que toi, voilà, c'est Brindisi. Alors c'est vrai que certains sont pas surpris parce que ces dernières années, ils ont plutôt des bons dirigeants. Ils ont un bon coach avec Vitucci. Mais c'est vrai que les voir toujours au top, malgré tout, et malgré le fait qu'en cours de saison, il y a notamment eu la blessure de D'Angelo Harrison, qui a été remplacé par l'Américain Josh Bostic, qui jouait auparavant à Reggio Emilia. Et voir qu'ils ont continué à avoir des résultats, c'est quand même assez énorme de voir ce club qui sort un peu des sentiers battus. Voilà, c'est pas Milan, c'est pas la Virtus Bologne, il n'y a pas une grosse fortune derrière. Et ils arrivent néanmoins à être dans les meilleures équipes du championnat. Ça me fait un peu penser à la JDA Dijon, voilà, ce genre de club. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de les voir, notamment en demi face à la Virtus, même si on savait qu'ils auraient du mal à passer. Et c'est ce qui s'est produit. Mais en tout cas, ouais, Brindisi, vraiment super de les voir toujours à ce niveau-là. Et en ce qui concerne ma déception, mes déceptions, bah, voir les clubs historiques soit être relégués, voilà, c'est le cas de Cantoux. Je pense que ça leur fera pas de mal parce que
Ils doivent pas avoir une super situation financière vu qu'à chaque fois ils ont accumulé les nouveaux sponsors. Ils étaient pas au mieux en termes de budget. Et la faillite de la Virtus Rome en pleine saison, quoi. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est un club que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, ça fait mal au cœur. Voilà, le club a même pas mis un message de remerciement à ses fans sur les réseaux sociaux. On savait que les relations entre le président et les supporters du club, parce qu'on sait qu'en Italie, il y a une grosse pression de la part des supporters, notamment dans ce genre de club. C'était un peu des relations conflictuelles. Et c'est vrai que c'est triste de les voir finir comme ça, même si il y a une renaissance avec un club qui a été refondé, qui s'appelle Virtus Roma 1960, et qui va repartir de la 4e division. Donc j'espère, avec tout mon soutien, qu'ils vont retourner au plus haut niveau assez vite. Mais c'est vrai que c'est triste de voir la Virtus Roma euh, en faillite. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, par rapport au club historique, donc en tout, ils avaient la possibilité de racheter leur place, on va dire entre guillemets, en Lega pour 150 000 euros, mais apparemment ils l'ont pas fait, donc ils doivent être en difficulté financière, je pense. Et l'autre historique qui a eu chaud, c'est Varese, hein, qui a fini juste devant, malgré Luis Scola, qui a fait une grosse saison à 40 ans. Et par rapport à Rome, ils ont une équipe quand même en A2 avec l'Eurobasket Roma, donc peut-être qu'il pourra remonter assez rapidement. Ouais, à surveiller, peut-être qu'effectivement il y aura des fusions qui se font, ou alors qu'ils arriveront à acquérir les droits de participation d'un autre club en difficulté, parce que c'est ce qui se fait pas mal ces dernières années en Italie. On passe à la Bundesliga, le championnat allemand. Écoute, je vais commencer moi. Ma surprise, là j'ai pris un joueur, c'est Christian Senkfelder, le joueur de Bamberg. Je connaissais pas vraiment ce joueur auparavant et je dois avouer qu'il m'a surpris. Sur la saison, il a tourné à 12 points et 5,1 rebonds. Et en playoff, il a eu des stats de 14,4 points et 5,2 rebonds. Donc vraiment, c'est une découverte pour moi. J'ai vu quelques matchs de BCL où il a été aussi assez impressionnant. Et donc, un peu comme pour Ishmael Wainwright dans le championnat de France, ça a été un joueur que, comme j'ai dit, ça a été une découverte. Et honnêtement, j'ai été bluffé par ce joueur. Et en plus, il est allemand, donc c'est plutôt une bonne chose pour le championnat allemand d'avoir des joueurs locaux qui se montrent. Et en ce qui concerne ma déception, c'est le Rasta Vechta ou Verta, je pense que ça se prononce Verta en allemand, qui est un club qui ne cesse de stagner. Voilà. Cette année, ils sont terminés derniers, donc ils sont le relégués, sachant que entre 2012 et 2019, ils n'ont pas arrêté soit d'être promus, soit d'être relégués. Donc c'est vraiment un club qui s'inscrit pas dans la continuité malheureusement, et je trouve ça dommage de voir des clubs qui stagnent autant. Et toi, quels étaient tes choix? Alors déjà, moi j'avoue que Senkfelder, je ne l'attendais pas, celle-là. Moi, en surprise, j'ai choisi Ludwigsburg, qui a fait une énorme saison. L'équipe du Bad-Württemberg, coachée par l'Américain John Patrick, qui a remporté la saison régulière avec 30 victoires et 4 défaites, donc devant les deux gros Bayern et Alba Berlin. Et ils ont terminé invaincus à domicile, et c'est la première fois de leur histoire qui termine une saison à la première place. Malheureusement, ils ont été éliminés en demi-finale par le Bayern de Munich. John Patrick a été élu entraîneur de l'année et leur meneur américain, Jalen Smith, qui a fait une grosse saison, qui a été élu MVP du championnat, bien accompagné par le pivot américain Jamel McLean, qui a fait une grosse saison aussi. Et au niveau des déceptions, j'ai hésité avec Rasta Vechta, moi aussi, mais j'ai choisi Bamberg, le Bros Bamberg, l'équipe triple championne d'Allemagne entre 2014 et 2017, et qui a participé à 9 Euroleague entre 2007 et 2018, qui a terminé seulement 8e avec un bilan équilibré.
À peine qualifiés pour les playoffs, ils ont été éliminés en quart par Ludwigsburg. Et en BCL, ils ont terminé la première phase invaincus avant d'être éliminés au top 16. Et l'année prochaine, ils joueront les qualifications de la BCL. Et je voulais juste ajouter en déception le Bayer Leverkusen qui avait gagné le droit de monter en Bundesliga et qui l'a refusé. C'est dommage pour Ah ben tu vois, l'équipe tu m'apprends un truc autrichienne. là. Ah ouais. Ah ouais, je suis dégoûté parce que j'avais vu qu'ils pouvaient monter. Bah je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas assez d'argent? Ça me paraît bizarre. Bah, je pense que ça doit être économique, hein, puisqu'ils ont refusé. Donc certainement, comme il y a eu des soucis avant, peut-être qu'ils veulent pas remonter et prendre le risque. Ouais, c'est dommage. On va parler du championnat grec, l'ESAC. Alors écoute, là aussi, je vais commencer moi. Ma surprise, c'est le PAOK, voilà. Et pour plusieurs raisons. Déjà, la saison précédente, ils ont évité la relégation alors qu'ils étaient derniers. Et pour une raison simple, le reste de la saison a dû être annulé à cause de la crise sanitaire. Donc, ils se sont bien sortis. Et c'est vrai que ils avaient quand même des résultats pas trop mal les années précédentes, mais on va pas se le cacher, c'est plus le club dominant du début des années 90. C'est plus un club justement au niveau BCL. D'ailleurs, ils vont faire leur retour dans la compétition la saison à venir. Mais quand je vois les Américains qu'ils avaient entre Jermaine Love, qui a joué notamment à Vérone il y a quelques années, Malcolm Griffin ou encore Elston Turner, c'est beaucoup des joueurs américains qui jouent dans les clubs grecs milieu de tableau comme Kolossos, notamment des équipes vraiment de bas de classement parfois. Et c'est vrai quand je vois qu'ils arrivent quand même à finir cinquième derrière des équipes comme l'AEK, le Prometheas Patras, je me dis ils sont pas malheureux hein, parce que quand je vois les saisons qu'ils ont fait, il y avait des fois c'était pas trop mal, mais c'est vrai que c'est plus un club qui a le standing qu'ils avaient auparavant. Et sinon, en ce qui concerne ma déception, ben c'est un truc tout simple, c'est la domination du Pana. J'en ai un peu marre de voir tout le temps le même genre d'équipe dominer dans ce genre de ligue, sachant que l'Olympiakos va peut-être faire son retour dans peu de temps en première division, parce qu'il s'était pris la tête avec le Pana. On sait c'est un peu foufou en termes de rivalité, quoi. Mais c'est vrai que voilà, le Pana, il termine 20 victoires, 2 défaites en saison. Ils sont devant l'Avrio de 3 victoires d'écart. Ils ont 3 défaites de moins. En play-off, ils gagnent 2-0, 2 victoires, 0 défaites facilement face à Ionikos Sankar. Ils gagnent 3 victoires, une défaite face à l'AEK, même si c'est vrai que là, les matchs étaient un peu plus serrés. Heureusement, j'ai envie de dire. Et en finale, à part un match de perdu contre l'Avrio, j'ai envie de dire que c'est presque un exploit de l'Avrio de gagner contre le Pana. Au final, il s'impose facilement, 3 victoires, une défaite, quoi. Donc, je trouve ça un peu dommage de voir un championnat se perdre un peu comment dire, dans ce genre de facilité, quoi, où tu vois tout le temps les mêmes clubs qui dominent, alors que c'est un championnat très dense dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, quoi. Je pense que tu es du même avis. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors pour l'Olympiakos, donc ils ont gagné le droit sportivement de remonter, mais les dirigeants sont pas chauds pour remonter, étant donné qu'il y a des différends avec la Ligue. Et l'entraîneur, lui, aimerait bien, mais les dirigeants ne sont pas chauds. Et c'est vrai que la rivalité Pana-Olympiakos manque. Le Pana est trop seul et du coup, il y a pas tellement d'intérêt. Euh, Sauf le seul intérêt de cette saison, moi j'ai trouvé, c'est la super saison de l'Avrio qui a fini deuxième. Seulement pour leur sixième saison dans l'élite grecque. Ils ont même battu le Pana 2 fois en saison régulière, plus une fois en playoff, donc 3 fois dans la même saison. Donc ils ont été jusqu'en finale en éliminant Prometheas en demi-finale. Et ils ont été ensuite battus par le Pana et ont fini vice-champion de Grèce. Et l'année prochaine, ils disputeront donc la BCL après une saison FIBA Europe Cup il y a 2 ans.
L'équipe donc est coachée par le grec Christos Serelis et emmenée par 2 rookies américains, donc Eli Alpha Diallo et le meneur Tyson Carter, qui se sont révélés cette année. Et au niveau des déceptions, j'ai choisi Laris Salonique, mais ça aurait pu être l'Iraklis. Enfin, les clubs de Salonique en dehors du PAOK, c'est quand même pas terrible. Laris a fini seulement 9e avec 7 victoires, 15 défaites et non qualifié pour les playoffs. C'est le même bilan que pour l'Iraklis d'ailleurs. 4e saison d'affilée sans playoff pour Laris. C'est un club en difficulté financière. Comme tu disais, tous les clubs, PAOK, Aris, Iraklis, les grands anciens, c'est quand même pas terrible. Prometheas est un peu au-dessus. L'AEC se maintient, mais il n'y a pas trop de concurrence, hein, c'est vrai. Ok, on va passer à la Ligue Adriatique. Voilà. Là-bas, Liga. Alors, moi, l'équipe qui m'a surprise, c'est Igokia, le club de Bosnie-Herzégovine. Ils ont terminé 4e, ce qui est leur meilleur classement depuis la saison 2016-2017 où ils avaient fini 5e. Sachant qu'auparavant, j'ai noté quelques stats. En 2013-2014, ils étaient 6e au classement. Et en 2012-2013, alors qu'ils venaient d'être promus dans la compète, ils avaient carrément terminé premier. Alors, c'est un club qui est dans une ville qui s'appelle Aleksandrovac, qui est très peu peuplée. On pourrait quasiment dire que c'est un village, mais qui fait partie comment je pourrais dire ça, d'une agglomération qui est un peu plus grande, qui s'appelle Lakhtaji, mais qui est pas si peuplée que ça, hein. Je crois que ça doit être à peine 30 000 habitants. Et cette année, ils ont même fait les playoffs de la BCL. Donc ça me fait plaisir de voir ce genre d'équipe à ce niveau-là. En plus, ils ont des super joueurs ricains. Ils avaient Jackie Carmichael, Anthony Clemons, ils avaient Antabia Waller aussi. Et en plus de ça, ils ont même certains bons joueurs de Bosnie-Herzégovine comme Edin Natic notamment. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui m'a fait plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Et déception, alors j'ai fait un peu 2 en 1. C'est les clubs croates et slovènes, voilà, à part le Cedevita Olympia. Mais les clubs croates, le Cibona a terminé 9e. Et encore, on va dire que c'est pas mal pour un club qui a connu pas mal de soucis financiers. Zadar qui a fini 10e. Split qui a fini 13e et qui malgré tout va jouer la BCL, les qualifs de la BCL pour la saison qui vient. Le Kerkanovo Mesto pour les clubs slovènes qui finit 12e. C'est plus que c'était. On a le sentiment que c'est plus la même équipe qu'avant. Et Primorska, qui est carrément un club qui a fait faillite alors qu'ils ont été fondés en 2016. Je pense que voilà, tu es du même avis que moi. C'est triste de voir des clubs de ces deux pays-là être dans les bas-fonds des classements. Complètement. Ils ferment la marche. Les clubs croates et slovènes, là, ils ferment la marche du classement. Ils ont les 4-5 dernières places. Hein, et c'est pas terrible. Hein. Split va faire les qualifs de la BCL parce qu'ils sont vice-champions de Croatie et que Zadar leur laisse la place. Mais bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. Et il va rester que 2 clubs slovènes la saison prochaine en ABA League. Hein, c'est pas top. Ouais. Et alors que la sélection slovène, la sélection nationale, s'est qualifiée pour les JO pour la première fois de son histoire. Donc tu vois, ils ont beau avoir des résultats en sélection et Luka Doncic qui fait pas mal parler, et c'est pas pour ça que tu as des résultats en club. Ouais, mais en Slovénie, ils ont une locomotive, hein, qui est le Cedevita Olympia, qu'il n'y a pas en Croatie. Heureusement, en Croatie, ils avaient justement le Cedevita, mais qui a préféré fusionner avec l'Olympia Ljubljana. Mais c'est comme ça. Alors moi, au niveau des surprises, j'aurais pu choisir Igokea aussi, j'ai hésité, mais j'ai choisi Mornar Bar, le club de la côte adriatique monténégrine, qui a terminé 3e de la saison régulière avec 19 victoires et 7 défaites. C'est le meilleur classement de son histoire en Ligue adriatique. Et il a terminé quand même devant le Cedevita Olympia et le Partizan de Belgrade, entre autres. C'est également le second club monténégrin derrière le club de la capitale, le Budućnost Podgorica.
Et c'est d'ailleurs c'est ce dernier club qui a éliminé le Mornarbar en demi-finale dans un duel fratricide. Et en Eurocup, ils ont réussi à se qualifier pour le top 16 en éliminant quand même Ulm et Brescia, ce qui est pas mal. L'équipe est coachée par Mihailo Pavicevic et emmenée par le meneur américano-georgien Jakob Poulen et le pivot américain Taylor Smith. Et plus largement, toi, tu parlais en déception du basket croate et du basket slovène. Moi, j'ai choisi comme surprise le basket monténégrin avec donc 2 équipes dans le top 3 et le Studenski Centar qui a remporté la Droga Liga et qui monte en Ligue Adriatique. Et en déception, moi, j'ai choisi le Partizan de Belgrade qui a fait une saison, on va dire, pas terrible, seulement 7e avec un bilan équilibré. Seulement 3e club serbe derrière l'Étoile Rouge de Belgrade et le Mega Soccerbet. Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour le top 16 de l'Eurocup, ce qui sauve un peu la saison en termes de résultats. Mais ils ont utilisé 3 coachs différents, Vlado Stepanovic, Sasso Filipovski, l'ancien entraîneur de Monaco, et Aleksandar Matovic pour terminer. Saison bien terne. Alors, figure-toi, j'ai hésité, je voulais les mettre, et après, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, est-ce que pour eux, c'était pas une période de transition? Parce que la saison précédente, qui malheureusement, au final, a été annulée a été annulée en cours à cause de la crise sanitaire. Ils avaient été très loin en Eurocup, notamment. Et là, pour la saison qui va venir, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts, ça va être énorme, hein. Ils ont un roster, ils commencent à se construire un effectif de dingue, avec Kevin Punter. Ils ont signé Rodion Kuruc. Ils ont Alexa Avramovic. Et puis le Zach retour Ledey. de... Tu disais Zach Ledey. Zach Ledey, voilà. Et puis le retour d'Obradovic, quoi. Le retour en quelque sorte, du GOAT à Belgrade. Moi, j'ai hâte de voir ça, hein. Si la saison précédente, il peut y avoir du public dans les salles, alors je pense que c'est en bonne voie, même si on a vu que les salles n'étaient pas remplies totalement, quoi. Mais ça va être un truc de malade, hein. Moi, j'ai hâte de voir ça, hein. C'est vrai que cette saison horrible pour le Partizan, elle intervient entre l'ère Andrea Trinchieri et le retour d'Obradovic. C'est un peu une année de transition finalement. Ouais. En tout cas, on verra ce que ça donne la saison prochaine, avec donc, comme je disais, le possible retour des fans dans les salles, même si elles seront peut-être pas complètement remplies, les salles, à cause peut-être de restrictions sanitaires. Enfin, on verra un peu l'évolution des choses. Mais ouais, je le dis franchement, j'ai hâte de voir ça. Et puis d'autant plus qu'Obradovic, c'est un personnage, quoi. C'est vraiment un coach avec des méthodes. Il peut être dur, mais s'il peut amener cette équipe loin, notamment en Eurocup, je pense que ça va être énorme. Ouais, il vise J'espère en tout l'Euroleague cas. clairement. Ouais, tu disais? Il vise l'Euroleague clairement. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que ce qui me laisse dubitatif, tu vois, c'est que je me dis, mais oui, ils ont trouvé l'argent, ils doivent avoir un gros sponsor, parce que là, je crois qu'ils ont le roster le plus cher de l'histoire du basket serbe, hein, et de l'histoire du Partizan Belgrade. L'arrivée d'Obradovic a dû attirer des gros sponsors. Ouais, je pense, bah, tu vois, c'est un peu comme Sacha Djordjevic à Bologne, hein, quand il a réussi à attirer Milos Teodosic. C'est un peu ça. C'est ça. Et Marco Bellinelli. Ouais, clairement. Ouais. Donc, à surveiller de très près la saison du Partizan Belgrade la saison prochaine. On va passer au championnat israélien. Alors, ben voilà, tu vas me donner à la fois ta surprise et ta déception au sein du championnat israélien. Alors moi, ma surprise, c'est l'Hapoel Gilboa Galil, qui est un club qui représente la Galilée, qui est dans le nord-est d'Israël. C'est un club issu de la fusion en 2008 de l'Hapoel Gilboa et de l'Hapoel Galil Elion. Ils ont fini troisième de la saison régulière avec 17 victoires et 7 défaites, à égalité, mais derrière le deuxième, l'Hapoel Eilat. Et ils ont fini également troisième de la deuxième phase, à égalité derrière aussi le deuxième, et là qui était l'Hapoel Holon. Ils ont réussi à battre l'Hapoel Holon en demi-finale 2-0 et ils ont été battus en finale par l'État-nation, le Maccabi Tel Aviv 2-1. Ils ont donc terminé vice-champion d'Israël et ils ont fini également troisième de la Balkan League.
malgré tout non qualifiés pour la prochaine BCL. Donc je ne sais pas trop pourquoi ils ont fini. Ils sont pas qualifiés derrière, alors que l'Apoel Eilat est qualifié. Peut-être qu'on les verra même certainement en FIBA Europe Cup. Donc l'équipe était entraînée par Avishai Gordon et les leaders c'était l'intérieur rookie Kerry Blackshear et le pivot américain Jay Floyd qui sont tous les deux annoncés un peu partout en Europe. Il y avait également le meneur israélien Yves Takziv qui a signé au Maccabi Tel Aviv et l'arrière américain Joe Thomason qui lui a signé à Manresa. Et ma déception c'est le Maccabi Rishon LeZion qui est un des gros clubs israéliens et qui a fini seulement 9e de la saison régulière, avec un bilan négatif, 11 victoires, 13 défaites, et non qualifié pour la Winner Stage en deuxième phase. Ils ont fini encore 9e en deuxième phase, justement, et donc non qualifiés pour les playoffs, éliminés au deuxième tour de la Balkan League. Enfin bref, une mauvaise saison pour eux. Alors, on va juste préciser, pour ceux qui nous écoutent, en fait, effectivement, les clubs israéliens ont à un moment donné joué le début de saison en Balkan League parce que il y avait pas mal de restrictions sanitaires en Israël par rapport à la Covid-19, ce qui fait qu'ils ont été jouer la Balkan League même s'ils jouaient dans des groupes uniquement composés de clubs israéliens. Mais ça change en rien, voilà, nos analyses. Moi, personnellement, j'ai mis la même que toi. Pour ma surprise, j'ai mis l'Hapoel Gilboa Galil, qui a terminé troisième du championnat cette année, qui a été jusqu'en finale face au Maccabi. C'est quand même une équipe qui avait fini championne d'Israël en 2010, donc c'est toujours bien de le rappeler. Ils avaient également été finalistes en 2011 et ensuite ils avaient connu une période un peu plus compliquée où ils étaient devenus un peu moins compétitifs. Et là, ça fait plaisir de voir qu'ils sont retournés en finale. Malheureusement, apparemment, ils vont pas jouer de Coupe d'Europe à moins qu'ils décident de jouer la FIBA Europe Cup. Donc moi, j'attends de voir, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé les voir en BCL, voire en Eurocup. Donc c'est dommage. Peut-être que c'est par souci financier, je ne sais pas. Et ma déception, c'est l'Hapoel Jérusalem. Alors certes, ils ont terminé 6e. Je crois qu'ils ont été en demi, il faudrait que je vérifie. Mais je me demande, je peux peut-être me tromper, je me demande si c'est pas un club qui va finir par stagner avec l'émergence notamment de l'Hapoel Holon, qui a fait une super saison de BCL cette année. Même si ça fait néanmoins plaisir de les retrouver en Basketball Champions League pour la saison 2021-2022. Mais c'est vrai que c'est pas leur saison la plus aboutie à l'Hapoel Jérusalem. Je sais pas si tu partages mon avis. Bah, les deux gros clubs, en fait, la Hapoel Jérusalem et Maccabi Rishon LeZion, ils sont tous les deux sur la même phase un peu descendante où ils ont réalisé une mauvaise saison. Alors est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que ça va perdurer à voir. Ouais, c'est clair. On va passer écoute, à la dernière ligue du top 10 pour laquelle on va parler. On va parler de la LKL, du championnat lituanien. Et je vais commencer par donner ma surprise et ma déception. Alors, ma surprise, j'ai hésité avec le club de la Juventus Utena ou encore avec Prionai. J'ai finalement choisi le club de Siolei, je pense que ça se prononce comme ça, qui a terminé 7e de la saison. Alors, ils ont été jusqu'en quart face à Ritas. Finalement, ils se maintiennent à un niveau pas si mal que ça. Sachant que c'est un club, je crois, qui a connu pas mal de soucis financiers. Ils ont connu vraiment des périodes de moins bien. Et pourtant, ils ont toujours Antanas Sireika comme coach, qui est un coach mythique en Lituanie, qui avait été champion avec la sélection en 2003, si je me trompe pas. Ils ont Mindaugas Lukoskis, qui joue encore à 42 ans. Donc ça, c'est assez énorme. Ils ont aussi le letton Kaspar Berzins, qui lui aussi est plutôt jeune, 35 ans, mais qui leur a prêté main forte durant la saison. Donc voilà, c'est un club que je voulais citer parce que c'est un peu un hommage, parce que j'aimerais pas que
ce soit un club qui joue dans des divisions inférieures dans le futur ou qui connaissent la faillite. Donc c'est toujours sympa de les voir toujours en championnat lituanien et plutôt à une bonne place. Et ma déception, ben, elle est toute simple, c'est la domination du Žalgiris Kaunas, quoi. Ça fait mal de voir déjà que Ritas ne les concurrence plus vraiment, même si on pensait qu'ils pouvaient un peu revenir, qui sont revenus un peu en soi-même à un bon niveau. Et puis derrière, ben, ça suit pas, quoi. C'est d'un niveau pas trop mal avec Lietkabelis notamment. Sachant que Neptunas, ça aussi, c'est devenu un peu une déception, mais Neptunas, ça a plus l'air d'être ce que c'était. Donc voilà, moi, je trouve ça dommage de voir une équipe comme le Žalgiris archi dominer le championnat lituanien. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai choisi, au niveau des déceptions, ce qui rejoint la tienne, bah, j'ai choisi le Ritas Vilnius, justement parce qu'il n'arrive plus à concurrencer le Žalgiris Kaunas. Deuxième et vice-champion, mais avec 9 défaites en saison régulière, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un match sur 4. Ils ont été sweepés par le Žalgiris en finale. Éliminé en saison régulière de BCL avec seulement 2 victoires. C'est pas une super saison malgré les résultats bruts. C'est pas terrible. Et effectivement, ils sont très loin et ils s'éloignent de plus en plus du Žalgiris Kaunas. Ensuite, en Lituanie, ça n'a pas été simple de choisir parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise au niveau du classement. Donc moi, au niveau des surprises, j'ai choisi la Juventus Utena, parce que toi, tu as hésité avec, moi, je l'ai choisi. Donc quatrième de la saison régulière, mais à égalité avec Lietkabelis, qui a fini troisième. Donc la Juventus a longtemps été à la bagarre avec le Ritas et Lietkabelis, ce qui est vraiment une bonne saison pour eux. Donc ils ont fini demi-finalistes, éliminés par le Žalgiris Kaunas en demi-finale. Ils vont disputer les qualifs de la BCL pour une éventuelle troisième qualification en BCL de l'histoire du club. Et ils ont été emmenés par 2 Lituaniens, donc l'axe meneur pivot Vaidas Kariniauskas et Mindaugas Kupsas. Voilà. Ok, bah écoute, juste pour préciser, je vais citer quelques ligues. La République tchèque avec Nymburk, qui ne cesse de dominer. La Pologne, la Ligue polonaise où le Stal Ostro a plutôt été une bonne surprise et fini champion après leur belle saison de FIBA Europe Cup. La Belgique avec Ostende qui finit une nouvelle fois champion. Et puis sinon, j'en ai noté une dernière, la Ligue lettonne-estonienne avec le club estonien de Kalev. Donc ça, c'était une surprise par contre, face au VF Riga. Ouais, même s'ils doivent avoir un budget pas mal, Kalev. Hein. Oui, ils jouent la VTB, ouais. Après, il y a la Hongrie avec le Falco Zambatelli aussi. Ouais. Le Danemark avec les Bakken-Bears. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a été assez complet. Je voulais qu'on aborde, puisqu'on on n'avait pas fait dernièrement de podcast sur la BCL et l'Eurocup, je voulais qu'on aborde la saison des clubs français dans les Coupes d'Europe. Je voulais savoir qu'est-ce que tu avais pensé de la saison des clubs français, que ce soit en Euroleague avec l'Asvel, que ce soit en Eurocup avec le titre de champion de Monaco, voire en BCL avec le parcours de Strasbourg. Qu'est-ce que tu peux me dire voilà, sur cette saison des clubs français dans les Coupes d'Europe? Dans l'ensemble, ça a été une très belle saison des clubs français. Moi, je les ai classés. Donc, sur les 9 clubs, on peut dire qu'il y en a 6 qui ont fait une belle saison. En premier, évidemment, l'AS Monaco qui a remporté l'Eurocup, ce que personne n'attendait en début de saison, il faut être honnête. Premier titre continental de C2 pour un club français depuis le CSP Limoges en 1988. Et premier titre européen pour l'AS Monaco qui était en Pro B il y a encore 6 ans. Ils ont terminé la première phase seulement 3e de leur groupe avec 6 victoires, 4 défaites derrière la Virtus Bologne et le Lokomotiv Kuban, mais devant Andorre, dans un groupe quand même corsé.
Ensuite, au top 16, ils ont remporté leur groupe avec 5 victoires, une défaite devant Badalone et en éliminant Nanterre et Malaga. Ils ont éliminé le Budućnost Podgorica en quart de finale, 2-1, après avoir perdu le premier match à domicile. Ils ont gagné en demi face à Gran Canaria, qu'ils ont battu 2 fois. Et en finale, après avoir gagné leur place pour la prochaine Euroleague, ils ont réussi à battre l'Unix Kazan 2-0 pour remporter le titre. Donc les leaders de l'équipe, ça a été Mathias Le Sort, 18 d'évaluation sur la saison. Les arrières américains Rob Gray et Marcos Knight. Rob Gray qui a été MVP des finales. Et le meneur d'Ibost. Tu veux réagir sur Monaco? Non, bah écoute, c'est super pour le basket français, voilà. On a des clubs qui reviennent, en tout cas à un super niveau. Alors après, avec l'Asvel, on va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est peut-être encore un peu tôt, mais au moins, je me dis que c'est en quelque sorte le retour au premier plan du basket français, sachant que l'Italie aussi, avec l'Olympia Milano et la Virtus Bologne, même si la Virtus Bologne, ça fait mal de voir qu'ils sont passés à côté de leur demi-finale, quoi, sur les matchs les plus importants. Mais au moins, on a un retour de ces pays-là au premier plan. Et c'est vrai que Monaco qui remporte une C2, ça faisait depuis pas mal de temps que j'attendais ça. Donc, tant mieux pour le basket français. Et puis voilà, moi je voulais aussi aborder le parcours de Strasbourg en Basketball Champions League. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Quand ils étaient menés en play-off, 0 victoire, 3 défaites, si je me trompe pas, hein, et au début ils ont galéré. Je me disais que c'était fini, j'y croyais plus. Et ils ont su trouver les ressources pour aller chercher cette qualif pour le Final 8. Et je trouve ça absolument incroyable, quoi, parce que c'est là où, si tu veux, je trouve que cette équipe-là, elle s'est construite dans des moments d'adversité, tu vois. Quand je vois un de leurs premiers matchs, je crois même que c'était le premier, où Bonzi Colson score le shoot de la gagne à Riga, je me suis dit, cette équipe-là, si elle doit gagner cette saison, malgré les critiques, malgré le fait que elle va un peu avoir du mal en début de saison, ben, ils ont réussi à trouver la force d'aller jusqu'au Final 8. Et c'est super. C'est super. Je pense que tu partages pour Strasbourg. Oui, bien sûr, une belle équipe de battants. Ils ont réussi à battre Tenerife en quart de finale, alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris. Et ils ont perdu face au San Pablo Burgos en demi-finale, le futur champion de titre et futur champion. Faut dire, Et, faut dire que c'était pas cadeau, hein. Quand tu dois te taper déjà Tenerife après battre Burgos, c'est pas simple. et après, t'enchaînes avec Saragosse pour la troisième place. Hein. C'est Ouais, clair que là, ouais. Ils étaient dans la partie de tableau la plus dure de toute façon, donc c'est déjà énorme de voir le parcours qu'ils ont fait, quoi. c'est ça, exactement. Et Bonzi Colson a été élu MVP de la compétition, donc grosse saison. Ouais. Sinon, tu voulais aborder les autres clubs français? Bah, après Monaco et Strasbourg, il y a quand même l'Asvel qui a fait une belle saison en Euroleague. Ils ont terminé 14e avec 13 victoires et 21 défaites. Ouais. C'était leur deuxième saison d'Euroleague, donc la deuxième saison qui est souvent considérée comme plus difficile que la première. Et ils ont plutôt confirmé. Après un début de compétition difficile, ils ont bien terminé. On Ouais, va bah pas trop. déjà la saison précédente, ils ont surpris, tu vois. Ouais. Et là, sur certains matchs, c'était exceptionnel de voir qu'ils arrivaient à tenir face à des équipes comme le Real, le Barça. Vraiment, on peut être fier de, franchement, Et exceptionnel. ils ont perdu quelques matchs sur la fin qu'ils auraient pu gagner. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour parler de qualification en play-off, au Final Four. On verra pour la saison prochaine, mais c'est déjà une bonne chose qu'ils puissent figurer dans cette compète alors que beaucoup pensaient que ça allait être compliqué. Bah, surtout que le budget va baisser en plus, ça risque d'être un peu compliqué l'année prochaine. On verra bien. Sinon, tu voulais aborder les autres clubs français comme Boulogne-le-Valois notamment ou... Voilà, après on a les clubs français qui ont fait un joli tir groupé en Eurocup. Donc derrière Monaco, il y a Boulogne-le-Valois
qui a fait une belle saison européenne en finissant quart de finaliste de l'Eurocup. Ils ont gagné leur groupe en saison régulière avec 7 victoires et 3 défaites à égalité avec Malaga. Ils ont éliminé Ulm et Brescia. Au top 16, ils ont encore remporté leur groupe en finissant devant le Lokomotiv Kuban, Trento et le Partizan, rien de moins. Bon, après, ils ont été sweepés par Gran Canaria en quart de finale de 2-0. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient fait une belle saison. Et Nanterre, qui a également réussi à se qualifier pour le top 16 de l'Eurocup malgré un petit budget. Ils ont réussi à finir quatrième de leur groupe en saison régulière avec 4 victoires et 6 défaites. Et ils ont éliminé Bursaspor et Prometheas. Et au top 16, ils ont fini troisième de leur groupe derrière Monaco et Badalone quand même. Ils ont réussi à finir devant Malaga. Donc 2 bonnes saisons pour Boulogne-le-Valois et pour Nanterre. Les clubs français ont vraiment fait un joli tir groupé en Eurocup. Ouais, et c'était bien qu'on le précise. Et il y a Bourg aussi en Eurocup. Ouais, aussi. Ouais, on a eu pas mal de nos clubs qui vraiment ont assuré. C'est une bonne chose, comme je disais, pour le basket français. Écoute, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, et à contrario, et notamment contrairement aux années précédentes, les clubs français en dehors de Strasbourg, en BCL, ça n'a pas été terrible, avec Dijon, Cholet et Limoges qui ont tous trois été éliminés en saison régulière. Ah ben Dijon, c'était terrible parce qu'au final, ils se font un peu, comment dire, je vais pas dire chipper la place, mais ils avaient un super bilan et au final, Boursa finit en trombe, finit avec le même bilan et se qualifie pour les playoffs. C'est cruel, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport. Alors après, ils prennent 29 points à domicile par le Tofas Bursa et 40 à Nîmes quand même. Donc, Ah bah c'est les derniers matchs qui ont coûté, hein. Alors après, je sais pas si c'est le fait que notre championnat tournait un peu au ralenti qui les a pénalisés, quoi, parce que c'est vrai que quand tu joues pas de match, bah, tu as du mal après à être en jambes même quand tu joues des Coupes d'Europe. Mais c'est vrai que c'est dommage pour eux, tu vois. Ça faisait mal au cœur pour eux, mais bon, c'est comme ça. C'est la loi du sport. c'est vrai que le manque de compétition peut être une explication. Mais bizarrement, en Eurocup, les clubs français ont bien réussi. Donc, je ne sais pas. À votre Ouais. avis, Après, faut voir, ça dépend peut-être les clubs. Sachant qu'en BCL, il y avait beaucoup moins de matchs qui se jouaient quand même, hein. oui, c'est vrai, c'est exact. Et puis Cholet, alors au début c'était compliqué et sur la fin, ils auraient pu se qualifier, hein. Ouais, c'est pas une déception, Cholet. Par contre, Limoges, pour moi, c'est la grosse déception française sur la scène européenne, éliminée en saison régulière, seulement 2 victoires, une contre Igokea et une contre la Police Jérusalem. C'est pas glorieux. Ouais. On espère un meilleur futur pour eux, quoi. Bah, ils vont pas de compétition européenne la saison prochaine. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, il faut leur souhaiter, ouais. Va falloir redresser la barre, ouais. Euh, on va traiter un peu de l'actu. On va parler du tirage au sort de la BCL, même si on aura probablement l'occasion de faire une preview beaucoup plus tard, avant le début de saison. Et on va parler aussi des tournois de qualification olympique. Je voulais d'abord qu'on parle du tirage au sort de la BCL qui a eu lieu il y a peu de temps. T'en as pensé quoi? Un tirage très difficile pour Le Mans, qui a vraiment pas eu de chance, qui a eu le pire tirage possible, enfin pour moi en tout cas, dans les éliminatoires, les qualifications, puisqu'ils vont tomber sur certainement le Parma-Perm qu'il faudra éliminer. Et après, si jamais ils se qualifient, ils seront dans le groupe avec Tenerife, Sassari et Ludwigsburg. Donc rien de moins que le quatrième du championnat espagnol, le cinquième italien et le vainqueur de la saison régulière en Allemagne. Donc bon, pour eux, c'est pas cadeau. Ensuite, on a Dijon qui va affronter Malaga, Nizhny Novgorod et Lavrio. Donc pas cadeau non plus. Et pour Strasbourg, c'est un peu mieux avec le Tofas Bursa, un qualifié qui sera soit Bamberg, soit Mornarbach, et le Philo Ostend. Donc c'est un groupe un peu plus abordable.
Bah, écoute, moi perso, ce que je trouve super, c'est que cette saison, malgré le fait qu'on revoit certains clubs qu'on a déjà vus cette année, ou encore on voit le retour, par exemple, de clubs comme Beşiktaş notamment, ou le PAOK, ça fait plaisir de voir que les groupes sont assez homogènes, tu vois. Tu peux avoir, par exemple, un groupe avec un club espagnol, un club israélien, un club turc, ou alors un club français, un club italien. Tu vois, c'est plutôt homogène. Et ce que je retiens aussi, c'est il y a quelque part un peu un retour au participatif un peu plus prononcé, je dirais, cette saison. Alors c'est vrai que la crise sanitaire a peut-être pas amélioré les choses en concernant la saison précédente. Il y avait peut-être certains clubs de certaines petites nations qui voulaient pas participer au tour de qualif parce que ben, peut-être que financièrement c'était compliqué. Et là cette année, ben, dans les tours qualificatifs, on a 24 équipes, alors que c'était 16 la saison qui vient de s'achever. Donc là, on aura un club autrichien, Kapfenberg, on aura Opava, le club tchèque qui fait son retour. Les Bakenbeers vont jouer les qualifs. J'ai envie de dire que c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils étaient pas mal en saison, même s'ils ont raté le coche des playoffs. Il y aura le retour du club estonien Calef. On a le club portugais du Sporting Portugal. On a également le club roumain de Cluj, le club néerlandais de Leiden. On a les London Lions qui vont de nouveau jouer les qualifs. Prometei, le club ukrainien. Le club finlandais des Salon Vilpas qui vient d'être champion de Finlande. Split, on en parlait tout à l'heure. Larnaca, voilà, ça fait plaisir de voir des clubs d'un peu partout participer à des qualifications parce que je pense que c'est le principe même et le fondement même d'une compétition européenne à la base. Totalement d'accord avec toi. En tout cas, les groupes sont bien sont denses, à part le groupe D avec l'AEK Athènes, Zombateli, le VF Riga et un qualifié. Sinon, ça fait des jolis groupes. Hein. Ouais, puis tu vois, ce qui est marrant, c'est le groupe E, tu vois. Avec alors en plus de Nimburg, tu as le PAOK, Igokia et je sais plus c'était quoi l'autre équipe. Galatasaray. Galatasaray, ouais. T'as l'impression que c'est un peu le groupe des Balkans, tu vois. Alors, à part Nimburg, oui. C'est Ouais, vrai. ouais, c'est assez énorme ça. Mais globalement, ouais, c'est homogène. Donc c'est plutôt pas mal pour la compétition. Sachant que pour la saison prochaine, tu me dis si je me trompe, hein, mais ils ont changé de format hein, pour. Oui. Ils ont rajouté les play-in version NBA. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut un peu changer des fois. Faut un peu faire évoluer les compètes. Donc, on verra ce que ça donne. Exactement. Écoute, pour clore le podcast, je voulais qu'on parle des tournois de qualification olympique. Bah, je voulais savoir, voilà, ton avis. Est-ce que tu as suivi et est-ce que bah, y a des trucs qui t'ont surpris? Je pense que tu vas pas nous le cacher. Il y a eu des surprises énormes quand même. Bah, alors, j'ai suivi, oui, et alors, ça a été incroyable hein, au niveau des surprises. Donc, on a la République tchèque qui a réussi à se qualifier alors qu'ils étaient très très loin d'être favoris. Devant, ils avaient le Canada, la Grèce, la Turquie. Je pense qu'ils n'étaient jamais cités parmi les favoris pour la qualification. Il y avait le Canada qui avait une grosse équipe, et évidemment la Grèce et la Turquie qui sont toujours difficiles à battre. Et bien emmenés par un beau duo Satoransky-Balvin, ils ont réussi à gagner au Canada, donc en les battant chez eux et en exposant la Grèce en finale. Et d'ailleurs, on verra ni Satoransky ni Balvin en Europe la saison prochaine, ce qui est bien dommage. Ensuite, au rayon des surprises, il y a l'Allemagne qui a réussi à se qualifier et l'Italie qui a gagné en Serbie. Ce qui est, alors que la Serbie avait une grosse armada, en tout cas ce qu'on présentait comme une grosse armada, en plus chez eux, et l'Italie a réussi l'exploit de les battre chez eux. Après, au rayon des déceptions, en dehors de la Serbie pardon, et du Canada, il y a la Croatie qui a été éliminée chez elle, malgré un bon Bojan Bogdanovic.
et la Lituanie qui a été éliminée chez elle aussi. Bon, après, ils sont tombés sur la Slovénie de Luka Doncic qui a été énormissime. Donc c'est dommage de ne pas les voir aux Jeux Olympiques, mais bon, comme il n'y a que 12 équipes, ça limite forcément. Mais là, quand même, avec l'élimination de la Serbie, du Canada et de la Lituanie, ça fait 3 gros qu'on ne verra pas aux Jeux Olympiques. Alors moi, je dois dire que j'ai suivi les résultats et j'ai eu l'occasion de suivre pas mal de matchs parce que entre-temps, j'avais la possibilité d'avoir les chaînes Canal gratuites et notamment les chaînes multisports. Donc j'ai pu suivre pas mal de matchs. Donc j'ai pu constater effectivement que il y avait des matchs plus ou moins serrés. Et c'est vrai que pas voir la Serbie, la Lituanie et la Grèce aux Jeux Olympiques, voir ces 3 pays-là ne pas se qualifier, je dois dire quelque part c'est terrible parce que c'est ces 3 pays où le basket est le sport roi. C'est 3 pays qui sont reconnus dans le monde du basket. Là-bas, les fans sont vraiment à fond dedans, quoi. Ils supportent à fond leur club. Et j'imagine, je me mets à leur place que pour eux, ça doit être dramatique. Pour les Serbes de ne pas être aux Jeux Olympiques, en plus, eux et la Lituanie jouaient à domicile. Je pense que dans ces pays-là, clairement, ça va faire scandale, hein. Pour eux, de toute façon, on va se le dire franchement, pour eux, ne pas se qualifier aux JO, c'est comme pour nous, dans nos pays où c'est plutôt le foot, le sport national, voir l'équipe de foot pas qualifiée à une grande compète. Pour eux, c'est ça. Donc, Ouais, tu vois, c'est terrible. Mais d'un autre côté, c'est énorme de voir que l'Italie va retourner aux JO pour la première fois depuis 2004. Moi, moi j'attendais que ça, hein. Moi, j'attendais que ça. Et c'est vrai que je me disais, et s'ils pourraient battre les Serbes, tu vois? Je me le disais, même si c'était à domicile, il y avait du public. Alors, la salle était pas, les tribunes du devant étaient pas autorisées, apparemment. Donc, mais il y avait quand même des fans dans les tribunes tout autour et dans les tribunes du haut. Voir qu'ils ont réussi à le faire, alors que ça paraissait pas simple, hein. Ben, moi, je leur tire mon chapeau parce que, franchement, ça faisait depuis pas mal d'années maintenant que l'Italie se qualifiait plus à ce genre de compète. La dernière médaille, ça date de 2004. Donc, j'espère vraiment qu'ils feront un beau parcours aux JO. La Slovénie, première qualification, c'est énorme aussi, dans le sillage de Luka Doncic, voilà. On va pas se le cacher, c'est mérité. Ça fait du bien de voir un peu des nouvelles équipes comme ça, de voir du sang neuf, et notamment la République tchèque, voilà, la République tchèque aussi. Je voulais les voir se qualifier, mais je me disais, ouais, ça va être compliqué. En plus, les premiers matchs que j'ai regardés, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas été tellement convaincants, moi. Et puis au final, ils finissent en trombe, ils tapent la Grèce. Et là aussi, hein, j'ai envie de dire, c'est mérité. Quelque part, ça va dans le discours de la FIBA, qui quelque part se dit, bah, faut que des nations comme ça progressent. Faut que les petites nations basket aient leur place dans des grandes compétitions. Faut qu'il y ait des nouvelles équipes. Même si on va pas se le cacher, hein, il n'y aurait pas eu Satoransky, il n'y aurait pas eu Vesely, et malgré le fait que certains joueurs ont pu jouer les fenêtres internationales il y a peu de temps, je pense qu'il n'y aurait pas eu clairement ces deux-là. La République tchèque serait, il y a de fortes chances que la République tchèque ne serait pas qualifiée. Donc je pense que c'est important d'avoir les meilleurs joueurs, mais c'est une bonne chose vraiment qu'on voie des équipes comme ça se qualifier pour montrer que le basket a progressé un peu partout, que c'est un sport global. Alors après, en ce qui concerne les équipes comme le Canada, la Croatie, la Turquie, le Brésil, c'est clair que c'est des déceptions. Il y a la Russie. Je ne sais pas si on pourrait vraiment parler de déception parce que je trouve qu'ils n'avaient pas un roster si incroyable que ça. Et malheureusement, ben, ça se renouvelle pas au niveau des générations, quoi. Ça suit pas derrière. Donc les Russes, je suis pas vraiment surpris de les voir se faire éliminer. L'Allemagne, est-ce qu'on peut vraiment parler de surprise? J'ai envie de dire oui et non parce que ils étaient justement dans le groupe de certaines équipes dont je viens de parler.
et notamment voilà, la Croatie, qui là aussi, j'ai l'impression, ne se renouvelle pas tellement au niveau de certains joueurs. Même s'il y en avait quelques-uns, t'as Rokoli Jukic, il est plutôt jeune. T'as Ezonia, ok, mais je pense qu'il pourrait y avoir encore plus jeune dans la sélection. Et puis sinon, j'ai noté, voilà, l'Angola. L'Angola, c'est vrai que c'est terrible, mais on a l'impression qu'ils ont perdu un peu de leur prestige, hein. Aujourd'hui, l'équipe qui fait le plus parler, l'équipe africaine qui va représenter, la seule équipe africaine qui aura au JO, qui va représenter le continent, c'est le Nigeria, hein. Le Nigeria, ces dernières années, c'est l'équipe qui fait le plus parler. Ils vont avoir un gros roster en plus aux Jeux Olympiques parce qu'ils ont des joueurs NBA. C'est voilà, c'est sympa de voir qu'on va avoir des équipes qu'on n'a jamais vues aller à Tokyo, malgré le fait que je viens d'apprendre qu'apparemment il n'y aura pas de public. Mais j'espère que ça sera une belle compétition et que l'équipe de France ira loin et que l'Italie aussi pourra également aller loin dans le tournoi parce que j'ai des origines italiennes. Donc, ça serait bien qu'ils fassent au moins un podium. Et même si les États-Unis paraissent clairement favoris. Voilà, quoi. Après, par rapport à ce que tu disais, sur la Russie, il y a un problème de place des Russes en VTB League qui jouent quasiment pas ou pas beaucoup, et très très peu chez les grosses équipes. Donc effectivement, ça se renouvelle pas beaucoup. Euh, Juste pour dire que c'est la République tchèque donc, qui jouera dans le groupe de la France, qui fait qu'on évite quand même le Canada, la Grèce et la Turquie. Ce qui est fou aussi, c'est qu'aucune des équipes organisatrices ne s'est qualifiée pour les JO. Serbie, Canada, Lituanie et Croatie, toutes les quatre ont été éliminées. Et par rapport à la Slovénie, le bémol, c'est la participation de Mike Toby qui a obtenu un passeport in extremis et qui a provoqué le départ de la sélection d'Alenomic, le pivot de Bourg. Ouais, et là, tu vois, c'est vrai que c'est pas normal parce que là, on parle pas d'un pays, on parle pas genre d'un pays qui se qualifie pas souvent aux compètes ou un pays comme la Hongrie, la Roumanie. Non, on parle d'un pays qui a des résultats ces dernières années, qui a un phénomène comme Luka Doncic, qui a des bons joueurs comme Jaka Blažić notamment. Et à côté de ça, ils naturalisent un mec parce que ils ont certaines faiblesses, certaines équipes nationales arguent que c'est parce qu'ils ont certaines faiblesses sur certains postes. Moi, je trouve que c'est trop facile. Et un bon exemple, l'Italie, qui les années précédentes naturalisait des Américains, notamment Jeff Brooks euh, et d'autres, sur les postes d'ailier fort ou de pivot, parce qu'ils avaient une faiblesse à ce poste-là. Ben, regarde, là, ils ont réussi à se qualifier. Il n'y avait pas de naturalisé dans l'équipe, hein. Ouais, Donc, je pense qu'il va falloir étudier le problème, vraiment, ça serait bien. parce que je pense que ça porte préjudice à notre sport. C'est-à-dire que le basket, qui est vu comme pour pas mal de gens dans des pays qui sont moins culture basket européen, comme la France notamment, et pas seulement, l'Italie, ça fait plus tellement parler, le basket aussi, alors qu'à une époque, c'était le deuxième sport et ils avaient le meilleur championnat. Le basket qui est vu comme un sport genre sport américain, parce que les gens connaissent que la NBA pour certains, là, ils vont voir des mecs dans certaines équipes dénaturalisés, ils vont dire, ah, bah, en fait, les équipes là, ils ont besoin d'Américains, c'est pour ça qu'ils sont forts. Bah non, tu vois, la Slovénie, ils peuvent former des bons joueurs. Après, s'ils ont des faiblesses sur pas mal de postes, je pense que faut qu'ils corrigent le tir, voilà, faut qu'ils essayent de se donner les moyens. Quand tu vois un exemple, un pays comme la Géorgie, qui participe à des Eurobasket, qui n'a pas non plus un niveau ouf, mais qui arrive quand même à se qualifier à des compétitions comme l'Eurobasket, qui arrive à former des intérieurs, à les envoyer en NBA, par exemple Tornik Shengelia, Goka Bitadze, ben, à un moment donné, tu peux pas trouver comme excuse que tu n'arrives pas à former des pivots, que tu n'arrives pas à former des ailiers forts, que tu as des faiblesses sur les postes arrière. Je pense qu'à un moment donné, c'est un peu trop facile comme excuse, quoi. Je pense que tu es du même avis.
Oui, oui, tout à fait. Après, ça, c'est un problème ancien et qui n'a pas été résolu, les passeports, on va dire, bidons. Ouais, ouais, je pense. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de débattre de ça dans d'autres podcasts, je pense. Mais on est une bonne majorité à être d'accord sur ça, de toute façon. Bah écoute, je te remercie Ludovic pour ce podcast récap de la saison où on a aussi un peu traité de l'actu. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand le podcast sera publié. Et puis, on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous écouter. Allez, à plus! Salut!